Hello la team holisticissime, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode, qui est en quelque sorte le trailer de ce tout nouveau podcast. Et aujourd'hui, je voulais vous parler tout simplement de moi, me présenter, vous dire qui je suis, quel est mon parcours, pour que vous compreniez comment j'en suis arrivé à ce changement de nom, en tout cas à cette nouvelle marque qui s'appelle Holisticissime. Et pourquoi voilà, j'ai décidé de shifter et de vous parler d'un sujet beaucoup plus large que la naturopathie. Parce que justement, aujourd'hui, on est dans une ère où souvent on peut se dire que la naturopathie concerne uniquement l'alimentation, la diète, etc. Le jeûne, qui sont des outils de santé holistique que j'utilise pour moi et pour mes consultants et consultantes. Mais je suis persuadé aujourd'hui, à mon niveau de conscience, que c'est bien plus que ça. Voilà, voilà. Donc, pour me présenter, je m'appelle Jeanne. En tout cas, mon prénom est Jeanne. Je vis dans le sud-ouest de la France. Et je suis maman d'un petit garçon. Voilà, tout va bien pour moi. Tout a commencé toute jeune, quand j'avais entre 6 mois et 1 an. Et que j'ai développé des petites taches blanches sur mon corps. Il m'a fallu près de 19 ans pour avoir un diagnostic ferme et établi. Et en fait, à mes 19 ans, lorsque j'étais étudiante à Amiens, on m'a annoncé, après de multiples examens, que j'avais une sclérodermie, plus précisément une sclérodermie localisée en goutte. Donc c'est une maladie qui touche la peau chez moi. Ça se manifeste par plein de petites taches blanches sur ma peau d'ébène, donc ma peau noire. Ce qui fait que c'est assez atypique. Plus tard, quand je me suis rendue au centre des maladies rares à Cochin pour avant mon projet bébé, donc avant d'avoir mon fils, la personne qui m'a reçu, qui n'était pas pleinement spécialiste de la sclérodermie, était très étonnée parce qu'effectivement, c'était la première fois qu'elle voyait un cas aussi étendu, étant donné que la sclérodermie en général touche soit les jambes, donc soit le bas du corps, soit le tronc, soit le haut du corps. Et moi, j'ai la particularité d'avoir toutes les parties de mon corps qui sont touchées par la sclérodermie. Donc ça ressemble un petit peu à l'univers ou la Voie lactée, avec plein de petites étoiles. Voilà. Si je devais résumer ça de manière poétique et folklorique. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le considère aujourd'hui, même si par le passé, quand je l'ai eu, j'ai cheminé par les pourquoi moi, parce que moi, j'ai des frères et sœurs, et je suis la seule à avoir toutes ces tâches, en tout cas autant sur toutes ces parties du corps. Donc, il y avait vraiment une position où je me suis questionné en me disant pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi. Et une des conclusions à laquelle je suis arrivé, c'est que ce cadeau du divin, ce cadeau de Dieu est en partie arrivé assez jeune pour que je puisse expérimenter notamment l'errance, la divagation, les diagnostics erronés du fait que c'était une maladie qui était atypique, mais aussi pour que je puisse me reconnecter au côté, à la femme médecine qui sommeillait en moi. Voilà. Je pense que c'est une des clés, en tout cas, quand on l'observe de ce point de vue-là, de cet angle de lecture-là, tout de suite, ça prend un autre sens. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé déjà toute jeune, quand je l'ai eu entre 6 mois et 1 an, donc je suis remontée à cette date parce que j'ai questionné mes parents, tout simplement. Et ensuite, quand j'étais jeune, j'avais pas que ça. J'avais d'autres pathologies. J'étais un petit peu la petite malade de la famille, donc toujours des allergies, toujours malade, voilà, un peu chétive, pas en forme. J'avais de la joie, etc. Mais c'est vrai que dès qu'il y avait un petit coup de froid, des petits bobos, j'avais ce truc-là. Donc ça, je me rends compte que je pense que j'avais intégré que ça créait de la charge mentale pour mes parents, sachant qu'après, moi, je fais partie d'une fratrie où on est plusieurs sœurs et où, en fait, dès qu'on se blessait, c'était un peu compliqué pour mes parents. On le sait très bien, hein. Dès qu'on a un enfant malade, je l'ai compris après quand moi j'ai eu mon fils, c'est compliqué, il faut s'organiser, quoi. Et c'est d'autant plus compliqué quand on a plusieurs enfants. Voilà, voilà. Donc comme je vous disais, j'avais la sclérodermie, dont le diagnostic est tombé à mes 19 ans, mais que j'avais depuis petite. Donc on est passé par lupus, pour les diagnostics, on a eu lupus, vitiligo, plein d'autres choses, résultante de la varicelle aussi.
Et voilà, donc ça veut dire que j'avais des traitements qui correspondaient à ces diagnostics-là. J'ai notamment eu à expérimenter la puvathérapie, ça s'appelait comme ça à l'époque. C'était que je devais prendre des comprimés qui créaient une photosensibilisation des taches blanches et je devais entrer dans une cabine UV et bronzer. Fort heureusement, au bout de la deuxième fois, ça s'est arrêté parce que je ne supportais pas le médicament. Voilà, j'avais des vomissements, etc. Donc en fait, j'étais avec mes trucs, c'était mettre de la crème sur mes petites taches, etc., etc. Et ce qui s'est passé, c'est que à un moment, j'ai tout laissé de côté et surtout, je me suis occupé des autres colocataires, comme je les appelle, parce que ma sclérodermie, je l'appelle ma colocataire. Elle est venue m'enseigner des choses. Et mes autres colocataires, c'était l'asthme, les allergies en tout genre, la conjonctivite et bien sûr tout ce qui va avec, c'est-à-dire rhinite allergique et toutes les pathologies ORL en hiver. Donc angine, otite, rhinite allergique, rhinite, rhume des foins, tout, j'avais tout. Donc, et en hiver, bien sûr, voilà, dès qu'il y avait un rhume, une grippe, vous pouvez être sûr que la mère Jeanne, la mère Jaja, elle était dans la liste. Et c'est vrai que après, pendant un moment, quand j'ai quitté le nid familial pour mes études et tout ça allait mieux, etc. Mais très vite, j'ai commencé à avoir une alimentation qui n'était pas naturelle, qui n'était pas vivante, qui n'était pas physiologique, comme on les appelle en naturopathie. Donc, j'ai commencé à manger la nourriture des étudiants, un fétiche, burger, pain, pâtes, riz, pizza, lasagne, tous ces aliments dits dévitalisants et dévitalisés. C'est-à-dire que ce sont des calories, mais la transformation, ça crée beaucoup de déchets pour le corps. Je reviendrai dessus dans d'autres épisodes. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à développer de la constipation, d'autres mots encore, voilà, qui se sont rajoutés. Et à un moment, quand j'avais 25 ans, là, j'ai commencé à développer des maladies inflammatoires, beaucoup d'inflammation, comme de la goutte ou des choses comme ça. Et en fait, on s'est rendu compte que j'avais le gel B27 et que donc j'avais une suspicion de polyarthrite rhumatoïde. Finalement, ce n'était pas ça, mais je suis quand même resté avec ça. Donc j'ai commencé à regarder un peu l'alimentation, à ajuster, à faire attention. Ça s'est un peu amélioré. Et la constipation, je prenais ce qu'il y avait à l'époque. Donc les gels, les huiles, le Dulcolax à l'époque. Voilà. Et très vite, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi, ça me faisait vraiment mal au ventre, etc. Donc j'ai vraiment un petit peu réajusté, mais léger. Je voulais pas perdre mon confort de l'époque. Et ensuite, quand j'ai déménagé en bord de mer pour mes études, là, ça allait un petit peu mieux. J'étais toujours malade, mais ça allait un petit peu mieux. Et au fur et à mesure, en grandissant, je commence à m'adapter, à faire un petit peu plus attention, etc. Et vraiment, ce qui a été le déclencheur de mon changement, ça a été quand j'ai commencé à vouloir des enfants. En fait, à être maman en tout cas, mon projet de vouloir devenir maman. Ce qui s'est passé, c'est que, en fait, je me rendais compte que j'étais réglée comme une horloge avec un très bon cycle. Par contre, j'avais des règles très abondantes et très douloureuses. Très abondantes et très douloureuses, comme beaucoup de femmes aujourd'hui. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un hic. Donc très vite, j'ai attendu quand même le délai. Donc au bout de 12-15 mois, j'ai commencé à aller voir ma gynéco, tout expliquer. Je lui montrais mon application avec mes cycles réguliers. Et on s'est rendu compte que j'avais des fibromes. Donc là, c'était des colocataires indésirables. Donc des fibromes, ce sont des tumeurs bénignes, localisées au niveau de l'utérus principalement, mais ça peut être aussi ailleurs. Et c'était la source en fait de mes règles abondantes et douloureuses. On s'est rendu compte très vite que j'avais beaucoup de fibromes, dont des très gros. J'avais 2 très gros fibromes, un qui faisait 12 cm de mémoire et un autre de 10 cm à peu près, et plein d'autres entre 2, 3, 6 cm. Donc j'en avais pas loin de 15, je pense. Donc ce qui est énorme, sachant que moi je suis plutôt de la team skinny, donc j'ai un petit gabarit. Et en fait, quand on a commencé à faire les échographies, parce que du coup on fait des échographies, on s'est aperçu que j'avais un utérus qui était assez plus grand que la taille normale, et j'avais un utérus équivalent à celui d'une femme enceinte de 3 mois.
donc ce qui est énorme. Sauf que j'étais pas enceinte, c'était que des fibromes qui prenaient cette place-là. Et donc, s'est posé très vite la question de comment on les enlève. Je suis passé par la médication, ça n'a pas marché. Donc, très vite, on a shifté sur une opération. Et en fait, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai été pris en charge par le CHU de Poitiers, puisque donc, c'est là où j'ai été très bien... tout cela a été très bien traité. En passant au CHU, je suis passé par un artiste donc c'est un chirurgien qui avait l'habitude aussi d'opérer les femmes qui avaient subi des excisions. Donc excision, je le rappelle, c'est on enlève les parties intimes de la femme. Voilà. Donc moi, je n'étais pas concerné par ça, mais il faisait très attention Et en fait, tout l'enjeu, comme j'avais beaucoup de fibromes, c'était d'enlever ceux qui empêchaient la nidation, c'est-à-dire ceux qui empêchaient qu'un œuf s'implante dans mon utérus. Et c'est ce qui s'est passé. Ensuite, on m'a dit, bon, bah, vous devrez attendre, de toute manière, vous ne pourrez pas tomber enceinte avant 1 ou 2 ans, c'est compliqué, etc. Et c'est là où moi j'ai commencé à mettre en place les techniques de santé naturelles que je connaissais pour améliorer justement au niveau physiologique pour aider mon corps à se remettre de cette opération, parce que c'est quand même quasiment l'équivalent d'une césarienne, sauf qu'on vient gratter quand même l'utérus, donc on vient potentiellement le fragiliser. D'ailleurs, le chirurgien à l'époque m'avait bien dit, je ne vais pas tout enlever, je vais empêcher que ce qui empêche la nidation, et c'est ce qui s'est passé. Donc très vite, ça m'a permis d'aller mieux. J'ai commencé à faire attention au sucre, etc. Donc bien avant l'opération, quand j'étais dans mon projet bébé, j'ai commencé à assister à des ateliers avec les magasins bio, c'est bon à l'époque, où il y avait des naturopathes, etc. Suivre des naturopathes, notamment sur Instagram. Et donc j'ai commencé à rassembler, je dirais, les pièces du puzzle. Ça a été la première step. Et ensuite, donc, je suis passé par l'opération, parce que j'arrivais proche de la trentaine, et je me suis fait opérer. Et ils m'ont dit, vous devrez patienter. Là, j'ai commencé à utiliser diverses techniques de santé naturelle qui m'ont permis de tomber enceinte au bout de 6 mois. 6-7 mois. En gros, je me suis fait opérer en décembre, et en juillet, j'étais enceinte. Voilà. Ensuite, ma grossesse, étant donné qu'il y avait encore des fibromes qui restaient, ma grossesse s'est relativement bien passée, hormis le fait que j'ai souffert le martyre, je pense à 4-5 mois, parce qu'il y avait un fibrome qui se creusait et que ça faisait mal. C'est équivalent à une douleur d'appendicite plus quoi, d'adulte. Et dans ce cas-là, quand on est enceinte, on ne donne rien hormis du Doliprane. Donc on m'a dit prenez du Doliprane, mais bon, je sais qu'aujourd'hui il y a c'est controversé, donc j'ai souffert, le fibrome s'est nécrosé. Je crois qu'il y en a eu 2, quelques semaines d'intervalle. Et ensuite, ça s'est assez bien passé. J'ai eu les nausées du départ, tous les maux qu'on connaît pour les femmes qui sont enceintes, sachant que ce n'est pas une fatalité quand on réajuste son alimentation. C'est juste un signal du corps. On abordera aussi ce point-là plus tard. Voilà, tout ça pour vous dire que ensuite, je suis tombée enceinte, ma grossesse s'est relativement bien passée. Et après, à la naissance de mon fils, là, il y a eu quand même des nouveaux rebondissements. Pour la faire courte, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça, c'est plutôt une histoire qui lui appartient, que je partagerai qu'avec lui, ou mes proches qui connaissent déjà un petit peu le déroulé de mon accouchement. Mais il a dû rester il est passé donc en néonat, et surtout, il est passé... donc en fait, avant de passer au néonat, il est passé en réanimation. Là, très bonne prise en charge. Moi, pendant tout ce laps de temps, je voulais allaiter, ma montée de lait n'arrive pas. Elle arrive, j'accouche le jeudi, ma montée de lait arrive le dimanche, et je monte à 42-43 de fièvre. Donc on me donne un antibiotique. Et qu'est-ce qui se passe ? Je fais une allergie à l'antibiotique, bien entendu, pour couronner le tout. Donc ce qui se passe, c'est que là, tout de suite, la chance que j'ai eue, ou en tout cas, avec le recul, je me dis que j'étais déjà consciente en fait de certaines choses, et j'écoutais déjà mon corps à l'époque, même si j'avais quelques croyances limitantes par rapport notamment à la santé. Et ce qui s'est passé, c'est que dès que j'ai vu les signes, j'ai commencé à alerter le corps médical, et étant donné que la naissance de mon fils ne s'était pas formidablement bien passée, ils m'ont écouté quoi. Ils m'ont quand même écouté, et ils m'ont dit ok, bon, on va changer d'antibio. En fait, j'ai commencé à faire un eczéma géant, et j'ai eu un œdème de Coing, c'est-à-dire j'ai commencé à avoir la trachée
toute ma gorge qui gonflait, les lèvres qui gonflaient. Et donc, très vite, ils ont arrêté. À l'époque, j'avais eu donc je ne sais plus quel antibiotique c'était, mais c'était un antibiotique à large spectre. Je crois que c'était de l'Augmentin. Si mes souvenirs sont bons, oui, c'était de l'Augmentin. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on a enlevé l'Augmentin et que je suis passé à un antibiotique plus spécifique parce qu'en fait, on m'a donné cet antibiotique comme j'avais eu une césarienne, c'était pour éviter toute infection virale ou bactérienne, virale notamment, due à l'opération. On voulait s'assurer qu'il n'y avait rien qui allait compromettre justement mon rétablissement et qui était survenu suite à cette opération. D'où l'antibiotique. Au final, je fais ça. Et là, ça a été le dernier élément déclencheur pour me dire, OK, maintenant, Jeanne, il est l'heure de te prendre en main, en tout cas de faire ta part, tel le colibri, faire ta part du travail, du voyage, du chemin, pour voir où cela te mène. Et ensuite, là, tout s'est aligné. C'est-à-dire que j'ai commencé à mettre les choses en place. J'ai pu mettre en place l'allaitement grâce justement à toutes les petites mains, toutes les petites fées de l'hôpital. Moi, j'ai vraiment été bien prise en charge. J'ai eu quelques fois des personnes qui étaient désagréables. Alors, je prends des pincettes. Je pense que c'est dû aussi au fait qu'ils côtoient des décès tous les jours, qu'eux-mêmes ont des problématiques. Donc, des fois, ils mettent un peu de distance avec ça. Ils peuvent paraître froids. Je parle du corps médical, ceux qui sont chargés d'annoncer des mauvaises nouvelles notamment. Mais du coup, à l'époque, j'avais eu 2-3 expériences. C'était un peu... ça m'avait refroidi, quoi. Quand on vous annonce que votre fils, il va pas bien, que peut-être il va pas passer la nuit, etc. Vous dites, bon, tu pourrais mettre les formes quand même, hein. Voilà. Avec le recul, je me dis que ça faisait partie de l'expérience, du trajet, du voyage, je sais pas, de la quête, appelez ça comme vous voulez. Et c'est formateur. Donc, ce qui s'est passé après, c'est qu'on a mené notre petite vie. Mon fils commençait à grandir, mais il prenait le même chemin que moi. C'est-à-dire que tous les hivers, il avait droit à toutes ces maladies hivernales, bronchiolite assez sévère, asthme. C'est-à-dire que 2 ans, il avait déjà un bronchodilatateur, etc. Et là, je me suis dit, non, ça, c'est vraiment pas possible. Et en fait, j'ai commencé à me renseigner. Je me suis dit, je vais me former à la naturopathie. J'ai trouvé mon école. En même temps que j'ai commencé la naturopathie, je me suis formé à l'EFT, Emotional Freedom Technique, ou technique de libération émotionnelle, qui est basée sur les méridiens, donc qui a été inventé par Gary Craig, qui a été vulgarisé bien entendu par d'autres personnes, qui a été remis au goût du jour, etc. Des fois un petit peu retravaillé. Alors moi, je suis fidèle à la technique qui a été inventée par Gary Craig parce que je la trouve pragmatique et efficace, sans fioritures et sans chichi. Voilà. Donc ensuite, je me suis formé aux 2 disciplines et depuis, c'est 2 disciplines que j'intègre dans mes accompagnements, dans mes consultations. Et derrière, j'ai encore exploré d'autres techniques, d'autres astuces, d'autres chemins pour voyager vers le pays de la guérison, comme j'ai souvent coutume de le dire. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui dans ce podcast. C'est de vous partager des clés, des outils, des technologies qui vous permettront de cheminer dans la naturopathie, dans l'ayurveda, dans la médecine traditionnelle chinoise, dans le biohacking, et aussi dans votre mental, comment le reprogrammer, comment faire des shifts, parce que souvent c'est un équilibre subtil, et on va travailler sur l'hygiène de vie. Moi je le voyais avec mes consultants, elle va être carrée, bonne alimentation, bonne hygiène musculaire, c'est-à-dire du sport physiologique qui va à la personne, qui correspond à son tempérament, ses tempéraments, parce qu'il y en a toujours plusieurs. Mais en revanche, on se rend compte qu'au niveau de l'hygiène émotionnelle et nerveuse, c'est-à-dire de la psyché, du mental, du mindset, là, il y a des blocages. Et c'est pour ça que maintenant, moi, j'explore ces outils et que quand je sens que c'est le bon moment, je donne les clés. J'utilise aussi mon intuition parce que le fait de nettoyer, de travailler sur son corps physique, ça permet de reconnecter avec ses sens. Et donc, pour certains d'entre nous, notamment les femmes, mais aussi les hommes, j'exclus personne, ça permet de reconnecter à votre intuition. Là où la matrice nous dit que l'intuition, c'est du bullshit, ceci, cela, l'intuition, je peux vous dire que ça vous rend la vie plus fluide, plus facile, et ça vous permet de prendre des bonnes décisions qui respectent votre âme, en fait, et puis un peu plus ce que vous avez envie de faire, vos ambitions, notamment, même en tant qu'entrepreneur, surtout en tant qu'entrepreneur, je dirais, parce que la problématique quand on est entrepreneur, c'est que, là je fais une petite parenthèse parce que
Dans ce podcast, je m'adresserai aux personnes en quête de santé et aux entrepreneurs, notamment ceux qui veulent entreprendre et qui ne savent pas où aller, et les nouveaux entrepreneurs. L'intuition, c'est une vraie force. Surtout, ne la mettez pas de côté. Par contre, il faut savoir se calibrer à son intuition, il faut savoir comment elle fonctionne, il faut savoir comment les messages vous sont transmis pour vous. Voilà, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas aisé quand on est dans une société où on est formaté à écouter que le mental. Voilà. Donc, c'est toutes ces clés-là que je souhaite vous proposer dans cet épisode de podcast. Voilà, vous en savez plus sur moi. Maintenant, je chemine, voilà. Donc, j'accompagne plein de gens différents, des personnes en quête de santé, des personnes avec des troubles neuroatypiques, parce qu'on peut faire beaucoup de choses justement en nettoyant le corps physique, mais on doit faire attention. On ne fait pas n'importe quoi. Les sportifs, parce que c'est un petit peu comme les entrepreneurs, il y a le mindset qui compte et le corps est leur outil de travail. Donc moi j'aide dans l'optimisation de l'outil de travail. Et enfin, comme je vous disais, les entrepreneurs. Parce que je ne vous ai pas dit, mais pendant tout ce temps-là, moi, hormis quand j'étais jeune, quand mon fils est né, etc., j'étais déjà entrepreneur. Et en plus, pendant ce laps de temps-là, j'ai connu plusieurs épisodes de burn-out. Et je dois dire que la santé au naturel, le biohacking, la naturopathie, l'ayurveda m'ont fortement aidé. Heureusement que j'avais ça, parce que je pense que sinon, soit j'aurais sombré plus bas, soit je ne me serais pas remis sur pied aussi rapidement et facilement qu'avec tous les outils qui m'ont été transmis. Et donc moi aujourd'hui, je me pose en personne qui vous transmet à mon tour les outils. Et pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien et les liens que je mets pour me retrouver sur mes différents réseaux sociaux. Donc je suis sur Instagram, je suis sur TikTok et je suis sur YouTube. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce premier épisode vous a plu et je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée selon l'endroit où vous êtes. Et je vous dis à très bientôt dans le podcast Holisticissime. À bientôt.